Et si le pire client que vous ayez jamais servi était également la clé qui vous permettrait de réaliser vos rêves les plus fous? Pour une serveuse, une simple phrase prononcée dans une langue qu'elle n'était pas censée connaître a tout changé. Ce n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire d'un moment de gentillesse dans un restaurant bruyant de New York qui a attiré l'attention d'un homme qui n'a pas seulement vu une serveuse. Il a vu un chef-d'œuvre gâché. C'est l'histoire d'une note énigmatique, d'un billet d'avion privé et d'un test si exigeant qu'il pourrait la briser ou la transformer en la personne qu'elle a toujours été destinée à être. L'odeur du café rassis et de la graisse de bacon brûlé était le parfum de la vie d'Esther Beaumont. Elle s'accrochait à ses cheveux, à son uniforme bon marché en polyester et au ride fatigué autour de ses yeux de 26 ans. Elle travaillait à l'Astor Diner dans l'Upper East Side de Manhattan, un endroit qui, comme son nom l'indique, prétendait être plus grandiose qu'il ne l'était. Il était doté de rampes en laiton poli toujours couvertes d'empreintes digitales et de banquettes en vinyle rouge craquelé comme du vieux cuir. C'était un purgatoire pour les artistes et acteurs en herbe de la ville et, dans le cas d'Esther, pour les universitaires oubliés. Chaque matin, elle nouait son tablier, dont les cordons étaient effilochés à force d'avoir été utilisés des milliers de fois, et affichait un sourire qui atteignait rarement ses yeux. Elle était douée dans son travail, efficace, polie et presque invisible. La serveuse parfaite. Personne, plongé dans son Wall Street Journal ou se plaignant de la température de sa soupe, n'aurait jamais deviné qu'Esther pouvait disséquer la sémiotique de l'art de la Renaissance ou débattre de la philosophie existentialiste française. Personne ne savait qu'il y a 4 ans, elle était une étudiante brillante à la Sorbonne de Paris, menant une vie aux couleurs vives de ses rêves. Puis vint l'appel téléphonique, la crise cardiaque de son père, l'effondrement de sa petite entreprise de construction, la montagne de dettes imprévues. Son rêve s'était évanoui du jour au lendemain. Elle avait pris l'avion pour rentrer chez elle, laissant derrière elle les rues pavées du quartier latin pour le trottoir fissuré d'un minuscule appartement qu'elle partageait désormais avec son ami Ma. Paris était devenu un fantôme, le murmure douloureux d'une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. «Commande prête!» aboya Beaumont, le cuisinier, d'une voix qui résonnait comme un rugissement au-dessus du grésillement de la plaque chauffante. Esther attrapa les assiettes lourdes, dont la chaleur lui réchauffait les avant-bras. «Merci, S.» Elle se déplaçait dans le restaurant exigu avec une grâce acquise à force de pratique, slalomant entre les tables et les serveurs. La table 7 était son ennemi juré aujourd'hui, un homme en costume rayé, probablement âgé d'une quarantaine d'années, qui avait déjà renvoyé son jus d'orange parce qu'il contenait trop de pulpe. Il s'appelait M. Henderson et essayait désespérément d'impressionner sa compagne beaucoup plus jeune tout en s'assurant que le steak qu'il avait commandé plus tôt était bien saignant, en claquant des doigts. Ni à point, ni saignant. S'il saigne, je le renvoie. S'il est grasse, je le renvoie. Compris, ma chérie? Esther venait de sourire. Tout à fait clair, monsieur. Alors qu'elle naviguait dans l'affluence de l'heure du déjeuner, ses yeux balayèrent brièvement la salle. Dans le coin le plus éloigné, un homme était assis seul. Il était différent de la clientèle habituelle de la tour. Il n'était pas au téléphone et n'essayait pas d'être vu. Il observait simplement. Il était vêtu d'un simple pull en cachemire gris foncé et d'un pantalon anthracite. Il ne portait pas de montre clinquante, ne faisait pas étalage de sa richesse, mais la coupe de ses vêtements et l'intensité tranquille de son regard trahissaient un autre monde. Il sirotait d'un café noir, et chaque fois qu'elle passait, elle sentait son regard observateur posé sur elle. Ce n'était pas effrayant, juste analytique. Elle l'avait pris pour un écrivain, ou peut-être un professeur. Il avait un air de contemplation tranquille. 2 cafés supplémentaires pour la table 9, murmura Maya lorsqu'ils se croisèrent près de la cuisine. Et Henderson te demande encore. Il dit que son eau a un goût trop municipal, soupira Esther en se frottant les tempes. Bien sûr, je vais aller chercher de l'eau en bouteille. C'était un mardi comme les autres, un cycle incessant consistant à servir du café, prendre des commandes et supporter la condescendance désinvolte de personnes qui n'avaient jamais connu le dilemme entre payer la facture d'électricité et faire les courses. Elle se dirigea vers la table de Henderson, son plateau de bouteilles d'eau parfaitement équilibré, sans se douter que ce mardi banal et déprimant allait bouleverser sa vie. L'homme assis dans le coin but une gorgée de café, le regard fixé sur elle, une lueur indéchiffrable dans les yeux.
Il ne regardait pas simplement une serveuse, il attendait. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Une femme âgée, l'air agité et déplacé, entra. Elle serrait un grand sac à main, les yeux écarquillés, et scrutait la salle chaotique comme si elle venait d'entrer dans une jungle étrangère. Ses vêtements étaient élégants mais simples. Un trench coat classique sur un foulard en soie, suggérant une touriste qui s'était trompée de chemin en quittant Madison Avenue. Elle s'approcha du comptoir d'accueil où un nouvel employé, un adolescent nommé Kevin, avait du mal à gérer le plan de table. « Une table? S'il vous plaît ?» demanda-t-elle dans un anglais fortement accentué et hésitant. Kevin la regarda d'un air perplexe. « Une table quoi? Pour une personne? »« S'il vous plaît ?» répéta-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Oui, oui, attendez, » marmonna Kevin, sans lever les yeux de sa liste. La femme attendit, l'air de plus en plus désemparé. Elle réessaya cette fois dans sa langue maternelle, dans un flot rapide de français, expliquant qu'elle était perdue. La batterie de son téléphone était à plat et elle était censée retrouver son groupe de touristes au Met, mais elle pensait que c'était au Guggenheim. Kevin se contenta de secouer la tête. « Désolé, madame, je ne parle pas cette langue. » L'espagnol. De sa table, M. Henderson poussa un soupir théâtral. « Oh, pour l'amour du ciel! Laissez un homme cultivé s'en occuper. » Il repoussa sa chaise et se leva, bombant le torse alors qu'il s'approchait de la femme. « Bonjour, madame, dit-il avec un accent grotesque. « Je peux vous aider? Vous voulez une table? » La Française semblait encore plus perplexe. Esther, qui apportait une corbeille de pain à une table voisine, ressentit une vague de gêne par procuration. C'était pénible à écouter. Henderson massacrait la langue, transformant son beau lyrisme en une agression maladroite pour les oreilles. « Voulez-vous, asseyez-vous, continua-t-il en gesticulant vers une table vide. Esther ne pouvait plus le supporter. Ce n'était pas seulement son français épouvantable, c'était son arrogance, sa satisfaction suffisante à faire un spectacle de cette pauvre femme perdue. C'était de la même condescendance qu'il lui avait témoigné toute l'après-midi. Quelque chose en elle, la partie d'elle-même qui se souvenait de ses promenades sur le sable et de ses discussions avec Foucault, finit par céder. Elle posa le pain sur la table, s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de la vieille femme, l'homme dans le coin. Alexander Sterling se pencha très légèrement en avant, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Esther regarda la femme et lui sourit gentiment, puis elle prit la parole. La voix qui sortit n'était pas la voix fatiguée et monotone d'une serveuse new-yorkaise. C'était une voix d'une autre vie, une voix aussi douce et claire qu'une cloche. « Madame, commença-t-elle avec son accent parisien, impeccable et pur. « Perdu, madame, pardon. Excusez-moi de vous interrompre. Cet homme ne vous comprend pas. Puis-je vous aider? Vous semblez perdu. » La salle sembla se taire autour de leur petit groupe. Henderson resta bouche bée. Sa compagne regardait Esther avec des yeux écarquillés, incrédules. Se jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Le visage de la Française, cependant, s'illumina d'un profond soulagement. « Oh, mon Dieu, nous !» s'exclama-t-elle en portant la main à sa poitrine. Elle se lança à nouveau dans son récit, mais cette fois, les mots trouvèrent un port sûr. Elle expliqua sa confusion au sujet du musée, son téléphone déchargé, son inquiétude que son groupe parte sans elle. Esther écouta patiemment, acquiesçant et lui offrant des paroles rassurantes. « Madame Songe, dit-elle d'une voix apaisante, ne vous inquiétez pas, madame. Tout ira bien. » Elle se tourna vers Kevin. « Kevin, peux-tu installer cette dame à la table 12, s'il te plaît, et lui apporter un verre d'eau et un menu? » Puis elle se retourna vers la femme. « Asseyez-vous, je vous prie. Je vais appeler votre guide avec mon téléphone. Quel est le nom de la compagnie? » Pendant que la femme, qui s'appelait Madame Dubois, fouillait dans son sac à main à la recherche de la brochure de la compagnie, Esther se tourna vers M. Henderson. Son visage était rouge parsemé de taches, mélange de fureur et d'humiliation. « Veuillez m'excuser, monsieur, » dit Esther, retrouvant son ton poli et professionnel. « Je vais vous chercher cette bouteille d'eau. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle s'éloigna, le laissant là, complètement abattu. Elle récupéra son téléphone dans son casier, passa un rapide coup de fil et régla le problème de Madame Dubois. Le bus touristique attendrait encore 1 heure. Elle donna à la femme des indications claires, écrites sur une serviette en papier, pour se rendre à une station de taxi située à un pâté de maison.
Madame Dubois lui exprima sa gratitude avec effusion, en lui glissant un billet de 20 $ froissé dans la main, qu'Esther refusa gentiment. « Ce les voyages, c'est avec plaisir, madame. Bon voyage. » Lorsque Madame Dubois partit, Esther fut envahie par un sentiment de satisfaction tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à nouveau elle-même. Elle avait oublié ce que cela faisait. Elle alla débarrasser la table de Henderson, s'attendant à ce qu'il soit parti. Il l'était, mais il avait laissé un maigre pourboire d'1 $ sur une note de 100 $. Elle n'était pas surprise. Ce qui la surprit, c'est que l'homme assis dans le coin se levait également pour partir. Il croisa son regard alors qu'il enfilait un manteau bleu marine sur mesure. Il lui fit un petit signe de tête presque imperceptible, avec un regard profondément admiratif. Il laissa un billet de 100 $ tout neuf sur sa table pour un café à 3 $ et sortit sans un mot. Esther empocha le généreux pourboire, ressentant un petit frisson de victoire. Elle pensait que c'était fini, un bref moment de rébellion satisfaisant dans une existence autrement morne. Elle ne se doutait pas que ce n'était que le début. Le reste de son service se déroula dans un flou routinier. Le restaurant se vida de l'énergie frénétique de l'heure de pointe du déjeuner, remplacée par le bourdonnement tranquille de la fin d'après-midi. Esther remplit les salières, essuya les bouteilles de ketchup collantes et essaya de ne pas penser au rictus de M. Murr Henderson, ni au poids surprenant du regard de cet homme silencieux. Elle n'était qu'Esther, la serveuse. Alors, l'étincelle de l'étudiant né avec une blessure n'avait été que cela, une étincelle. Lorsque son service prit fin à 17 heures, elle ressentit la douleur familière dans ses pieds et une douleur plus profonde dans son âme. Elle passa son sac à bandoulière usé sur son épaule et se dirigea vers la sortie arrière. « Hey, Mont! » Elle se retourna. C'était S qui s'essuyait les mains sur son tablier graisseux. Il tenait quelque chose. Une enveloppe noire élégante. L'homme silencieux, celui qui était assis dans le coin. « Il est revenu il y a quelques minutes. Il a dit qu'il avait oublié de te donner ça. Il m'a demandé de m'assurer que tu le reçoives en personne. » Esther fronça les sourcils en prenant de l'enveloppe. Elle était faite d'un papier cartonné épais et coûteux, différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Il n'y avait ni nom ni adresse, juste un simple sceau argenté élégant qui la maintenait fermée, représentant les ailes stylisées de ce qui ressemblait à un faucon. « Bizarre, non? » grogna S. « On aurait dit un espion ou quelque chose comme ça. »« Bon, à demain, » murmura Esther en le remerciant, avant de se glisser dans la ruelle. L'air du soir était frais sur sa peau rougie. Appuyée contre le mur de briques, sous la faible lueur d'un lampadaire de sécurité, elle brisa le seau. Ses doigts tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvaient 2 objets. Le premier était une carte de visite aussi épaisse et noire que l'enveloppe. Le blason argenté du faucon était gravé en relief dans le haut. En dessous, en lettres argentées minimalistes, figurait un nom et un titre. Alexander Sterling, PDG, Sterling Innovations. Esther eut le souffle coupé. Sterling Innovations n'était pas une simple entreprise technologique. C'était un géant mondial. Géant de la logistique aérospatiale et de l'IA de pointe, Alexander Sterling était une légende. Un génie reclus qui avait bâti un empire à partir de rien. Il était multimilliardaire, connu pour sa discrétion et rarement photographié. C'était l'homme discret du restaurant. Cela semblait impossible. Le deuxième élément fit s'arrêter son cœur. Il s'agissait d'un billet d'avion, ou plutôt d'une confirmation de réservation pour un jet privé, un Gulfstream G650 dont le départ était prévu le lendemain à midi depuis l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. La destination, l'aéroport de la Défense, à Paris. Le nom du passager, Esther Beaumont. Glissé dans le pli du billet, il y avait un petit mot manuscrit sur du papier à lettres noires assorties. L'écriture était nette et décisive, une écriture audacieuse, inclinée vers l'avant, à l'encre argentée. Le talent de Mademoiselle Beaumont ne devrait jamais être gaspillé au service de la médiocrité. Une voix comme la vôtre à sa place à Paris, pas dans un restaurant où l'on se dispute à propos d'une bouteille d'eau. Une voiture vous attendra à votre adresse demain à 10 heures. Votre siège vous attendra. Ce n'est pas une demande, c'est une opportunité. Esther lut la note une fois, puis 2 fois, puis une 3e fois. Son esprit était en ébullition. La ruelle semblait incliner les bruits de la ville qui s'estompaient en un rugissement sourd. Cela devait être une blague, une farce élaborée et cruelle. Peut-être que Henderson avait tout manigancé pour se moquer d'elle davantage.
Mais comment pouvait-il connaître son adresse et le coût d'un jet privé pour Paris? Elle rentra chez elle en titubant, l'enveloppe noire serrée dans sa main comme un talisman. Lorsqu'elle fit irruption dans son petit appartement, Maya était allongée sur le canapé, parcourant son téléphone tandis qu'une émission de télé-réalité passait en arrière-plan. « Wow, on dirait que tu as vu un fantôme », dit Maya en levant les yeux. Esther ne dit rien. Elle s'approcha simplement et posa le contenu de l'enveloppe sur la table basse. La carte de visite, le billet d'avion, la note. Maya prit la carte. Sterling Innovations, ce n'est pas. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle lut la note, puis regarda le billet. Elle regarda Esther, bouche bée. C'est elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, murmura Esther en s'affalant sur le canapé. C'est fou. Il était là, au restaurant. Le type dont je t'ai parlé, celui qui a laissé 100 $ de pourboire. Le choc initial de Maya se transforma rapidement en une profonde méfiance. Elle était assistante juridique, pragmatique et protectrice de nature. « OK, attends. Un milliardaire étrange te laisse un billet d'avion pour Paris, Esther. C'est tous les signaux d'alarme possibles. C'est comme ça que commencent les films d'horreur. Trafic d'êtres humains, secte bizarre, fantasme effrayant avec une jolie femme. Tu n'es pas sérieuse. Je sais, dit Esther en passant la main dans ses cheveux. C'est fou, mais le talent ne doit jamais être gaspillé. Il a vu, il a entendu. Il t'a entendu parler français. Maya compta, se levant et faisant les 100 pas dans le petit salon. C'est tout. Pour autant que tu saches, ce type a un fétiche bizarre. Esther, tu ne sais rien de lui. C'est Alexander Sterling, dit Esther doucement. C'est l'un des hommes d'affaires les plus célèbres au monde. Ce n'est pas un pervers quelconque. Les riches peuvent être les plus grands pervers qui soient, rétorqua Maya. Et comment a-t-il obtenu ton adresse? C'est ce que je voudrais savoir. Ce n'est pas seulement de l'observation, c'est de l'enquête, c'est du harcèlement. La question resta en suspens, lourde et dérangeante. Comment savait-il où elle habitait? L'esprit d'Esther tournait à toute vitesse. Il avait dû la faire suivre ou rechercher son nom dans une base de données. La facilité avec laquelle il avait percé le voile de son anonymat était terrifiante. Mais sous la peur, quelque chose d'autre bouillonnait. Un espoir fou et dangereux, Paris. Ce simple mot lui causait une douleur physique dans la poitrine. Le billet posé sur la table n'était pas qu'un simple morceau de papier. C'était une porte vers la vie qui lui avait été volée. C'était une chance. C'était tout. Et si c'était vrai, demanda Esther d'une voix à peine audible. Et si c'était juste une opportunité, comme il l'a dit? Et si c'était un piège? Rétorqua Maya, les bras croisés. Tu abandonnes ton travail, ta vie ici, sur un coup de tête, pour un homme que tu as rencontré pendant 5 secondes. Pour une note énigmatique. Sois réaliste. Esther regarda autour d'elle l'appartement exigu, la peinture écaillée sur les murs, la pile de factures en retard sur le comptoir. Elle pensa à son uniforme suspendu près de la porte, qui sentait la graisse. C'était sa réalité. Elle était sûre, prévisible, et elle l'étouffait lentement. Le mot disait « ce n'est pas une demande ». Cela ressemblait à un ordre, mais aussi à un défi pour devenir plus que ce qu'elle était devenue. La peur était réelle. Les avertissements de Maya étaient logiques. Mais l'attrait de Paris, la possibilité enivrante de s'échapper, était plus fort. C'était la décision la plus terrifiante de sa vie. Elle regarda Maya, sa plus vieille amie, son point d'ancrage dans cette vie difficile. « Je pense que je dois y aller. » Esther prononça ces mots qui avaient un goût étrange et étranger sur sa langue. « Je dois savoir. » Le lendemain matin fut un tourbillon d'anxiété et d'adrénaline. Esther appela le restaurant et démissionna, la voix tremblante, en laissant un message à son manager. Monsieur Davis, elle imagina son agacement, son renvoi désinvolte, comme une autre serveuse fantaisiste. Cette pensée qui l'aurait dérangée hier lui semblait étrangement libératrice aujourd'hui. Faire ses valises fut une expérience surréaliste. Que faut-il emporter pour un voyage clandestin à Paris offert par un milliardaire reclus? Toute sa garde-robe se composait de jeans usés, de t-shirts délavés et d'une seule robe noire qu'elle possédait depuis 5 ans. Elle les fourra dans sa vieille valise éraflée, se sentant ridicule et désespérément dépassée. Maya l'observait, le visage marqué par l'inquiétude.
J'ai fait des recherches sur lui, ou du moins j'ai essayé. C'est un fantôme. Pas de scandale, pas de ragots dans les tabloïds, juste des articles sur les affaires et des annonces philanthropiques. Soit c'est un saint, soit il est très doué pour cacher les choses. Peut-être qu'il est juste discret, dit Esther, essayant de se convaincre autant que Maya. Les gens discrets n'envoient pas de serveuse à Paris avec des notes anonymes, rétorqua Mia. Je suis sérieuse, Chloé. J'ai installé une application de suivi sur ton téléphone. Ne t'avise pas de la désactiver. Et je veux que tu me donnes des nouvelles toutes les 3 heures. Si je n'ai pas de nouvelles de toi, j'appelle l'ambassade, le GERM, la CIA. Je le jure devant Dieu, dit Esther en serrant son ami dans ses bras, reconnaissante de sa loyauté sans faille. Je ferai attention. Je te le promets, à 10 heures pile, une berline Mercedes-Benz classe S noire, si silencieuse qu'elle semblait surgir de nulle part, s'arrêta devant leur immeuble. Un chauffeur en costume noir impeccable en sortit et ouvrit la porte arrière. Il ne lui demanda pas son nom. Il se contenta de hocher la tête et dit « Mademoiselle Beaumont, nous sommes prêts quand vous l'êtes. » Le trajet jusqu'à l'aéroport Teterboro fut silencieux et sans encombre. Esther regardait par la vitre teintée la ville défiler à toute vitesse, éprouvant un profond sentiment de détachement, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Ils ne se rendirent pas au terminal principal, mais à un hangar privé réservé au cadre supérieur. Là, brillant sur le tarmac, se trouvait le Gulfstream G650. C'était une vision de puissance et de grâce, plus grande et plus imposant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Une hôtesse de l'air, avec un sourire chaleureux, l'accueillit sur les marches. « Bienvenue à bord, mademoiselle Beaumont. Monsieur Sterling a tout prévu pour votre confort. Puis-je prendre votre sac? » L'intérieur du jet était un modèle de luxe discret. Des sièges en cuir crème, du bois d'acajou poli et de subtiles touches argentées qui faisaient l'écho à l'écusson Falcon. Cela ressemblait davantage à un appartement de luxe volant qu'à un avion. Elle était la seule passagère. Alors que le jet roulait sur la piste, le cœur d'Esther battait à tout rompre. C'était le moment, le point de non-retour. Les moteurs rugirent et l'avion bondit en avant avec une force incroyable, la plaquant contre son siège moelleux. En quelques instants, ils étaient dans les airs, grimpant à pic dans les nuages. Sous ses yeux, New York rétrécissait, tout comme le restaurant. Son appartement, son ancienne vie, tout disparaissait dans la brume. Elle était détachée, suspendue entre le monde qu'elle connaissait et un avenir totalement inconnu et terrifiant. L'hôtesse de l'air lui servit un déjeuner meilleur que tous ceux qu'elle avait jamais servis au restaurant Astor. Du saumon poché, des asperges aux hollandaise et une coupe de champagne qui pétillait comme des étoiles liquides sur sa langue. Tout cela semblait irréel. Elle s'attendait presque à se réveiller au son de son réveil dans sa petite chambre de reine. Mais 7 heures plus tard, le rêve continuait. Alors que l'avion commençait sa descente, les lumières de Paris émergèrent de l'obscurité sous un tapis scintillant d'or et d'argent. La tour Eiffel, illuminée dans son spectacle nocturne, transperçait le ciel comme une aiguille de diamant. Esther eut la gorge serrée. Elle était de retour. Après 4 années d'attente, elle était enfin de retour. Ils atterrirent à La Bourre, l'aéroport privé au nord de la ville. Il n'y avait pas de file d'attente à la douane, pas de récupération des bagages, pas de chaos. Elle fut escortée directement de l'avion à une autre voiture qui l'attendait, avec un autre chauffeur silencieux. Ils traversèrent les rues de Paris, passant devant des monuments familiers qui lui serraient le cœur d'une nostalgie douce amère. L'Arc Triomphe, les chaises. Tout était aussi beau que dans ses souvenirs. Cependant, la voiture ne s'arrêta pas à un hôtel. Elle s'immobilisa devant une imposante grille en fer forgé qui s'ouvrait sur une allée privée, bordée d'arbres et pavée de galets. Au bout de celle-ci se trouvait un magnifique hôtel particulier, une grande demeure parisienne privée dans le 16e arrondissement. C'était un palais de calcaire et d'ardoise, dont les fenêtres brillaient chaleureusement dans la nuit. Le chauffeur lui ouvrit la porte. « Bienvenue dans la résidence parisienne de M. Sterling, Mademoiselle Beaumont. » Ses jambes tremblaient tandis qu'elle montait les marches en pierre. La massive porte en chêne s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu la toucher. Alexander Sterling se tenait dans le grand hall d'entrée au sol en marbre. Il était vêtu d'un simple pull foncé et d'un pantalon, comme lorsqu'ils s'étaient rencontrés au restaurant. De près,
Elle pouvait voir les légères rides de fatigue autour de ses yeux vifs et intelligents. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé, peut-être la trentaine bien avancée. Mademoiselle Beaumont, dit-il d'une voix calme et grave, Bienvenue à Paris. J'espère que votre vol s'est bien passé. Oui, merci, balbutia-t-elle, se sentant petite et déplacée dans ce hall caverneux, au plafond vertigineux et aux œuvres d'art d'une valeur inestimable. Monsieur Sterling, je ne comprends rien à tout cela. Je sais, dit-il avec un léger sourire. Le but de votre visite est de clarifier les choses, mais vous devez d'abord vous reposer. Ma gouvernante va vous montrer votre chambre. Nous pourrons discuter demain matin. Il fit un geste et une femme en uniforme gris apparut. Alors qu'Esther la suivait dans un grand escalier, elle jeta un coup d'œil en arrière. Alexander Sterling la regardait avec la même expression analytique indéchiffrable qu'il avait eue au restaurant. Il ne lui avait rien expliqué. Elle se rendit compte que le mystère ne faisait que s'épaissir. Ce n'était pas un cadeau, c'était un prélude. Esther se réveilla avec la sensation inhabituelle de dormir dans des draps dont le nombre de fils était supérieur à son loyer mensuel. La lumière du soleil pénétrait par de hautes portes-fenêtres, illuminant une chambre plus grande que tout son appartement de reine. Elle était décorée avec raffinement dans des tons crème et gris pâle, avec une petite cheminée en marbre et un balcon privé donnant sur un jardin soigneusement entretenu. Un casse-frais et une tasse de café l'attendaient déjà sur une petite table. C'était une belle cage, et elle était toujours prisonnière de sa confusion. Après avoir enfilé sa seule robe noire, qui lui semblait désormais terriblement inadéquate, elle descendit. Elle trouva Alexander Sterling dans un vaste bureau rempli de livres, en train d'examiner des documents sur une tablette élégante et transparente. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir en face de son grand bureau. « Bonjour, dit-il. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « J'apprécie le vol et l'hébergement, mais j'ai besoin de savoir pourquoi je suis ici. C'est anormal, Franck. »« Je comprends, » dit-il en posant sa tablette et en lui accordant toute son attention. « Vous êtes ici, Mlle Beaumont, parce que j'ai besoin de compétences très spécifiques. Des compétences que je pense que vous possédez malgré votre emploi actuel. » Avant qu'il n'ait pu donner plus de détails, la porte s'ouvrit. Une femme entra, ses talons claquant avec détermination sur le parquet ciré. Elle était grande, incroyablement chic et dégageait une aura d'autorité intimidante. Elle portait un tailleur Christian Dior parfaitement ajusté et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une raie sévère et brillante. Ses yeux, du même gris perçant que ceux d'Alexander, balayèrent Esther d'un regard froid et dédaigneux. « Alexander, vous êtes en retard pour la réunion préliminaire de l'FAUV, dit-elle d'une voix claire, teintée d'un accent hybride entre celui d'un pensionnat britannique et celui du droit des sociétés américains. Elle s'arrêta et regarda à nouveau Esther, une lueur d'agacement traversant son visage. « C'est elle? » demanda la serveuse. Le visage d'Alexander resta impassible. « Esther Beaumont. Voici ma sœur, Isabelle Sterling. Elle est directrice générale de Sterling Innovations. Isabelle, voici Miss Beaumont. » Isabelle lui adressa un sourire aussi tranchant et froid qu'un éclat de verre. « Enchanté, même si j'avoue ne pas tout à fait comprendre le but de cette expérience, Alexander. » Elle reporta son regard sur Esther. « Mon frère a le don de voir du potentiel là où on ne l'attendrait pas. Il semble penser que, parce que vous parlez français, vous pouvez résoudre un problème qui nous coûte des milliards de dollars. » Esther avait la tête qui tournait. « Notre problème qui nous coûte des milliards de dollars. Pour qui la prenait-il? » Alexander finit par lui donner une explication. Sterling Innovation est sur le point d'acquérir une entreprise française, Maison Lefebvre. Esther connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Maison Lefebvre était une maison de luxe parisienne légendaire fondée au 18e siècle. Elle était célèbre pour ses articles en cuir et ses parfums sur mesure. Un bastion de l'artisanat traditionnel et du patrimoine français. Lefebvre est une entreprise familiale, poursuivit Alexander. Elle existe depuis 8 générations et la matriarche actuelle, Geneviève Lève, s'oppose à l'acquisition. C'est une traditionnaliste. Elle pense qu'une entreprise technologique américaine comme la nôtre détruira l'héritage de sa famille. Nous avons envoyé les meilleurs avocats et négociateurs au monde, mais ils ont tous échoué. Ils ne parlent pas sa langue, et je ne parle pas du français. Isabelle intervint d'un ton empreint de scepticisme. Ils ne parlent pas le langage des nuances culturelles, du respect des traditions.
Geneviève Lefebvre a claqué la porte au nez de notre dernier responsable des fusions-acquisitions parce qu'il portait des baskets blanches à une réunion. Esther commençait à comprendre. Vous avez besoin d'un traducteur. Non, dit Alexander en se penchant en avant. Nous avons des centaines de traducteurs. J'ai besoin de plus que cela. J'ai besoin d'un pont. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les subtilités de la culture française, qui puisse montrer du respect pour leur héritage, mais qui comprenne également le caractère direct et l'ambition de la mentalité américaine. Quelqu'un qui puisse naviguer entre ces deux mondes. Il fit une pause, ses yeux rivés sur les siens. Dans le restaurant, je n'ai pas seulement vu une serveuse parler français. J'ai vu une femme intelligente et gracieuse gérer avec aisance un homme difficile et arrogant. Puis je l'ai vu traiter une femme perdue et effrayée avec compassion et empathie, utilisant un français familier impeccable, non pas pour se mettre en valeur, mais pour établir un véritable contact et aider. Cette combinaison d'aisance sous pression, de maîtrise culturelle et d'empathie sincère est plus rare que vous ne pouvez l'imaginer. Elle ne s'apprend pas dans une école de commerce. Isabelle poussa un soupir discret et impatient. C'est une idée romantique, Alexander. Une belle histoire. Mais il s'agit d'une acquisition de 2,7 milliards de dollars, pas d'une expérience sociale. Marcel Beaumont n'a aucune expérience en entreprise, aucune formation en finance ou en droit. Hier, elle servait des tartes. L'insulte fut aussi douloureuse qu'un coup physique, mais Esther tint bon. Elle refusa de laisser cette femme la rabaisser. « Et que faites-vous exactement quand vous n'êtes pas serveuse? » Isabelle plissa les yeux. Quel talent caché mon frère a-t-il découvert grâce à sa petite enquête privée? La question confirma les craintes d'Esther. Il avait enquêté sur elle. J'étais étudiante, répondit Esther d'une voix calme. Ici, à la Sorbonne, j'ai étudié l'histoire de l'art et la culture française. J'ai dû partir avant d'avoir obtenu mon diplôme en raison d'une urgence familiale. Alexander acquiesça lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Isabelle, cependant, ne semblait pas impressionnée. « Donc, vous avez abandonné vos études ?» déclara-t-elle d'un ton neutre. « Ma sœur manque d'une certaine subtilité, » dit Alexander en lançant un regard d'avertissement à Isabelle. « Voici la situation, Madame Beaumont. Ce ne sont pas des vacances. Il s'agit à toutes fins utiles d'un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche le moins orthodoxe de votre vie. Je veux que vous fassiez partie de l'équipe qui rencontrera Geneviève Lefebvre et sa famille. Je ne veux pas que vous négociiez les aspects financiers. Je veux que vous écoutiez, que vous observiez, que vous construisiez un pont là où nous n'avons trouvé que des murs. Et si j'y parviens, demanda Esther. Si vous nous aidez à conclure cet accord, dit Alexander, je créerai un poste pour vous dans cette entreprise, celui de directeur de l'intégration culturelle pour nos acquisitions européennes. Vous aurez une nouvelle vie, un salaire qui vous permettra de rembourser toutes vos dettes familiales et une carrière qui mettra à profit vos talents réels. Je financerai également l'obtention de votre diplôme, si vous le souhaitez toujours. C'était une offre qui dépassait l'entendement, une bouée de sauvetage, non seulement pour la solvabilité, mais aussi pour une vie qu'elle croyait perdue à jamais. « Et si j'échoue ?» répondit Isabelle avant qu'Alexander n'ait pu le faire. « Si vous échouez, Mademoiselle Beaumont, une voiture vous ramènera à la bourre et vous prendrez le prochain vol pour New York. Vous pourrez retrouver votre ancien emploi au restaurant. Nous vous indemniserons bien sûr pour le temps que vous aurez passé ici. » Son ton indiquait clairement qu'elle ne s'attendait qu'à un échec. Le poids de leurs attentes dans cette situation surréaliste pesait lourdement sur Esther. C'était fou. Il lui demandait de se jeter dans la fosse aux lions du monde des affaires, avec pour seules armes un diplôme d'art à moitié terminé et sa maîtrise du français. C'était une tâche impossible. Mais elle pensa alors au restaurant, à la graisse, à la condescendance, à la lente agonie de son esprit. Échouer ici signifiait retourner à tout cela. Réussir était tout ce qui comptait. Elle croisa le regard froid et provocateur d'Isabelle et celui calme et plein d'attente d'Alexander. Elle prit d'une profonde inspiration. « Quand a lieu la réunion ?» demanda-t-elle. Les 2 jours suivants furent une formation intensive et brutale au monde des acquisitions d'entreprises. Esther se vit attribuer un bureau au siège parisien de Sterling, sur le Plus Vendôme, un espace avec une vue qui valait probablement plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Elle fut submergée par une avalanche de dossiers, de rapports financiers,
d'analyse de marché, de documents juridiques et, surtout, par un épais dossier sur Geneviève Lefebvre et sa famille. Elle dévora chaque page. Elle apprit que Geneviève avait 68 ans, qu'elle était veuve et qu'elle dirigeait l'entreprise d'une main de fer depuis 40 ans. C'était une légende dans le monde de la mode, une puriste qui méprisait les tendances modernes de la fast fashion et du marketing d'influence. Le dossier était rempli des tentatives infructueuses d'autres entreprises pour acquérir la maison Lafay. Geneviève les avait toutes rejetées, les qualifiant de marchands vulgaires qui ne savaient pas faire la différence entre un Birkin et un seau. Isabelle ne cachait pas son mépris pour la situation. Elle se rendait régulièrement dans le bureau d'Esther, l'interrogeait sur des données financières obscures et soulignait son manque d'expérience. « Savez-vous seulement ce que signifie EBITDA, mademoiselle Beaumont ?» lui demandait-elle avec un air suffisant. « Non, » admettait Esther honnêtement. « Mais je sais que l'artiste préféré de Madame Lefebvre est Jean-Honoré Fragonard, qu'elle croit que l'âme de son entreprise réside dans la technique de couture spécifique mise au point par son arrière-grand-père, et qu'elle considère cette transaction non pas comme une opération financière, mais comme l'héritage potentiel de sa famille. Peut-être que cela est plus important que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. » Cette réponse laissa Isabelle momentanément sans voix, ce qui donna à Esther un petit regain de confiance. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser sur leur terrain. Elle ne pouvait pas parler de finances ou de droit, mais elle pouvait comprendre les gens. Elle pouvait comprendre la culture. Cela devait être sa force. Le jour de la réunion arriva. Esther était très nerveuse. Une styliste convoquée par Alexander lui avait fourni une robe bleu marine simple et élégante, créée par un designer français discret, ainsi que des chaussures à talons bas. Sobre, respectueuse, avait conseillé la styliste. La réunion devait se tenir au magasin fort de Lefebvre sur le rue Saint-Honore, un espace sacré qui ressemblait plus à un musée qu'à un magasin. Alors que leur voiture s'arrêtait, Esther aperçut une petite armée d'avocats et de cadres de Sterling Innovations qui attendaient sur le trottoir, tous l'air tendus. Alexander, Isabelle et Esther sortirent de la voiture. Alexander fit un signe de tête rassurant à Esther. « N'oublie pas, tu n'es pas ici pour parler en mon nom. Tu es ici pour m'écouter. » Isabelle se contenta de renifler. « Essaye de ne rien renverser. » Ils entrèrent dans le bâtiment. L'air à l'intérieur était silencieux et sentait le cuir coûteux et le jasmin. Ils furent conduits par un ascenseur privé jusqu'à un salon officiel au dernier étage. Et là, assise dans un fauteuil Louis XVI, se trouvait Geneviève Lefebvre. C'était une petite femme aux allures d'oiseau, avec des yeux vifs et intelligents, et des cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle était flanquée de ses deux fils, deux hommes sévères d'une cinquantaine d'années. Les présentations furent faites, et Esther fut présentée comme faisant partie de notre équipe de liaison culturelle. Les yeux de Geneviève s'attardèrent un instant sur elle, avec une lueur de curiosité dans le regard. La réunion commença, et ce fut un désastre. Isabelle prit les devants et se lança dans une présentation soignée, remplie de graphiques et de projections sur la synergie, l'expansion du marché mondial et la valeur actionnariale. Elle s'exprimait avec une précision froide et professionnelle qui irritait clairement Madame Lefebvre. La matriarche l'écoutait, le visage impassible. Au bout de 15 minutes, elle leva une main délicate et ridée. « Assez, mademoiselle Sterling, » dit-elle d'une voix douce, mais empreinte d'une immense autorité. « J'ai déjà entendu ces mots. Ce ne sont que des chiffres vides sur une page. Vous parlez d'étendre ma marque. Vous en parlez comme s'il s'agissait d'une chaîne de café. Vous ne comprenez pas ce que nous faisons ici. » L'âme. Le sourire professionnel d'Isabelle se crispa. « Madame Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, l'âme d'une entreprise ne paye pas ses employés et ne finance pas sa croissance sur un marché mondial concurrentiel. » Ce n'était pas la bonne chose à dire. Un froid s'abattit sur la pièce. Le fils de Madame Lefebvre, Antoine, prit la parole pour la première fois. « Ma mère trouve votre approche agressive, mademoiselle. La réunion a dégénéré à partir de là. Les deux parties parlaient des langues différentes, comme Alexander l'avait prédit. L'équipe Sterling parlait d'efficacité et de profit. La famille Lev parlait d'héritage et d'art. Esther restait silencieuse, observant et écoutant. Elle remarquait les petits détails. Elle vit la main de Madame Lefebvre reposer sur un livre relié en cuir particulier posé sur la table à côté d'elle.
Elle remarqua le tableau accroché au mur derrière elle. Ce n'était pas un chef-d'œuvre célèbre, mais un beau portrait intime d'une femme vêtue d'une robe du 18e siècle. Il avait le style romantique et doux de Fragonard, l'artiste mentionné dans le dossier. Alors que la réunion était sur le point de se terminer dans une impasse totale, Esther ressentit un besoin désespéré de faire quelque chose. C'était sa seule chance. Alexander croisa son regard et elle vit la question dans ses yeux. Il lui fit un léger signe de tête. Une permission. Madame Lefebvre, dit Esther d'une voix calme mais claire. Toute la salle se tourna vers elle. Pardonnez-moi de vous interrompre. Elle se leva et se dirigea non pas vers la table des négociations, mais vers le tableau accroché au mur. C'est une très belle œuvre, dit-elle en français. Son accent, si différent du français formel des traducteurs, semblait réchauffer l'atmosphère. Le coup de pinceau est si délicat. Cela me rappelle Fragonard, mais c'est plus intime, moins théâtral. Est-ce une œuvre familiale? L'expression austère de Geneviève Lefebvre s'adoucit pour la première fois. Elle semblait surprise et intriguée. « Vous avez l'œil, mademoiselle. C'est un portrait de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère peint par l'un des élèves moins connus de Fragonard. C'est mon bien le plus précieux. Elle est en train de lire. » Esther observa de plus près. Il était inhabituel à cette époque de peindre une femme en train de lire, à moins qu'elle ne soit une grande intellectuelle. Elle devait être une femme remarquable. C'était Madame Lefebvre, dit-elle, avec une pointe de fierté dans la voix. C'est elle qui a convaincu son mari, un simple sellier, de créer le premier sac à main pour la reine Marie-Antoinette. Elle est la véritable fondatrice de notre maison. Sa vision. Isabelle fixait Esther, la bouche légèrement ouverte, l'air complètement incrédule. Les avocats remuaient leurs papiers, déconcertés par ce revirement soudain dans la conversation. Esther se détourna du tableau pour faire face à Madame Lev. La société de M. Sterling repose sur la technologie et les données. C'est un monde de chiffres, mais il comprend qu'un héritage comme le vôtre ne repose pas sur des chiffres. Il repose sur une vision, la vision d'une femme comme elle. Elle désigna le portrait. Il ne veut pas effacer cette vision. Il veut lui donner une nouvelle voie pour la partager avec un monde dont elle n'aurait jamais pu rêver. Une entreprise sans âme n'est qu'une machine. Vous êtes l'âme de Maisonneuve. Il n'est pas ici pour acheter une machine. Il est ici pour protéger une œuvre d'art. Elle avait utilisé le mot « art ». Elle avait relié le présent au passé. Elle avait montré qu'elle ne voyait pas seulement une marque, mais une histoire. Le silence envahit la pièce. Geneviève Lefebvre fixa Esther, son regard perçant la sondant. Puis elle tourna lentement les yeux vers Alexander Sterling. « Votre père était un constructeur. N'était-il pas Mercier Sterling ?» demanda-t-elle. Alexander, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Il était charpentier. Il m'a appris que les fondations sont essentielles. Madame Lefebvre acquiesça lentement. Un petit sourire sincère effleura ses lèvres pour la première fois. Peut-être pourrions-nous prendre le thé la semaine prochaine et vous pourriez laisser votre présentation, dit-elle en désignant l'ordinateur portable d'Isabelle dans votre bureau. Juste vous et moi. Et elle ajouta d'un regard, cherchant Esther. Vous amènerez Mademoiselle Beaumont. Le trajet de retour vers la voiture fut surréaliste. Les cadres de Sterling étaient surexcités et tapaient dans le dos d'Alexander. Pour la première fois depuis des mois, ils avaient fait des progrès. Ils avaient obtenu un deuxième rendez-vous. Isabelle était silencieuse, son expression était un mélange explosif de choc et de ressentiment. Alors qu'ils montaient dans la voiture, elle se tourna enfin vers Esther. « C'était un coup de chance, » dit-elle d'une voix basse et aiguë. Un jeu de société avec un vieux tableau. « Ce n'était pas un coup de chance, Isabelle Alexander, » dit-il d'une voix ferme. Il regarda Esther et, pour la première fois, elle vit une admiration sincère dans ses yeux. C'était de la perspicacité. Elle écouta. Quelque chose que votre équipe d'experts n'avait pas réussi à faire. Elle avait trouvé la base. Isabelle ne dit plus rien pendant le reste du trajet. Elle se contenta de regarder par la fenêtre, vaincue. Le thé avec Madame Lefebvre la semaine suivante fut un succès retentissant. Sans les avocats et les présentations, la conversation s'écoula facilement. Esther fit office de pont, comme Alexander l'avait espéré. Elle traduisait non seulement leurs mots, mais aussi leurs intentions. Quand Alexander parlait de plateforme et d'écosystème numérique, Esther reformulait pour Madame Lefebvre en parlant de la création d'un atelier numérique
où les histoires des artisans pourraient être partagées avec le monde entier. Ils parlèrent pendant des heures, non pas d'argent, mais d'histoire de l'art et d'héritage. À la fin de la semaine, l'accord était signé. La Maison Lève faisait désormais partie de Sterling Innovations, mais avec des garanties contractuelles protégeant son héritage, ses ateliers français et Geneviève Lefebvre, elle-même nommée membre à vie du conseil d'administration en tant que gardienne de la marque. Le soir où l'accord a été finalisé, Alexander a organisé une petite fête dans son manoir. Esther se tenait sur le balcon de sa chambre, la même où elle s'était réveillée il y a un peu plus d'une semaine, contemplant les lumières scintillantes de Paris. Elle se sentait complètement différente de la serveuse fatiguée qui était descendue de l'avion. Alexander vint se placer à côté d'elle. Pendant quelques instants, ils restèrent debout dans un silence confortable. « Je te dois beaucoup, Esther, dit-il finalement. « Vous m'avez donné une chance, répondit-elle. C'est plus que quiconque ne m'a jamais donné. L'offre que je vous ai faite tient toujours, dit-il en se tournant vers elle. Directrice de l'intégration culturelle, un salaire très généreux, une allocation logement ici à Paris et un chèque en blanc pour vos études. C'est à vous. Pas besoin d'entretien, c'était ça. L'aboutissement d'un rêve impossible. Une nouvelle vie lui était offerte sur un plateau d'argent. Mais quelque chose avait changé en elle au cours de la semaine écoulée. Elle n'avait pas seulement servi de pont pour lui. Elle avait reconstruit un pont vers son propre moi oublié. « Merci, dit-elle, le cœur battant. C'est une offre incroyable, mais j'ai une contre-proposition. » Alexander haussa un sourcil, une lueur d'amusement dans les yeux. « Je t'écoute. Je ne veux pas que ce poste soit un cadeau, dit-elle. Et je ne veux pas que vous payiez mes études. Je veux que vous investissiez en moi. Non pas en tant qu'employé que vous avez découverte, mais en tant que partenaire que vous appréciez. » Elle prit d'une inspiration, rassemblant toute la confiance qu'elle avait acquise. « Je veux diriger l'intégration de Masson Lefebvre, non pas en tant que directrice d'un département, mais en tant que chef de projet. Donnez-moi un budget et une équipe, et je veux un contrat basé sur les performances. Si je parviens à doubler sa présence numérique tout en maintenant l'intégrité de la marque en 2 ans, j'obtiendrai une participation dans la filiale. Une petite participation, mais une participation réelle. Et je paierai moi-même mes études avec le salaire que vous me verserez. » Elle demandait des responsabilités, pas une récompense. Elle demandait une chance de construire quelque chose par elle-même, et non pas d'être simplement un accessoire bien rémunéré de son empire. Alexander Sterling la fixa du regard, son regard analytique laissant place à une surprise sincère qui se transforma lentement en un large sourire éclatant. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire véritablement, et cela transforma son visage. Une serveuse qui a abandonné ses études et m'a servi un café il y a une semaine est en train de négocier avec moi une participation dans une transaction de plusieurs milliards de dollars, dit-il en secouant la tête, incrédule. Il y eut un petit rire. Je savais que mon instinct ne m'avait pas trompé à votre sujet, Esther Beaumont. Je ne savais simplement pas à quel point. Il lui tendit de la main. Marché conclu. Bienvenue chez Sterling Innovations. Esther lui serra la main et un courant électrique passa entre eux. Ce n'était pas seulement une poignée de main, c'était un contrat. C'était de la fin d'un chapitre de sa vie et le début explosif d'un autre. Elle n'était plus une serveuse qui parlait français. Elle était une femme qui avait trouvé sa voie à plus d'un titre. Et elle était enfin chez elle. L'histoire d'Esther n'est pas seulement celle d'un coup de chance. Elle nous rappelle avec force que la personne que vous êtes aujourd'hui, quel que soit votre travail, n'est pas le dernier chapitre. Vos talents cachés, vos passions oubliées, les compétences que vous pensez que personne ne voit. Ils ont une valeur inestimable. C'est un simple geste de gentillesse et une phrase en français qui ont changé la vie d'Esther. Mais c'est son courage de monter dans cet avion, son intelligence à voir le vrai problème et sa confiance en elle pour revendiquer sa véritable valeur qui ont assuré son avenir. Quel talent caché avez-vous que le monde n'a pas encore découvert? Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé cette enveloppe noire? Si cette histoire vous a inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos incroyables aventures. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa grande chance pourrait se présenter sous la forme d'un client, d'une conversation ou d'un moment de courage.
Merci de votre attention.